Le 15 juin 2025, à 14h30, dans les somptueux salons du Grand Palais à Paris, l'élite mondiale de la mode observait avec une curiosité mêlée de malaise la collection la plus polémique jamais présentée. Fashion Week, la maison derrière ce défilé, avait choisi de choquer. Des mannequins, imitant des prisonniers des célèbres prisons du Salvador, défilaient dans des tenues à rayures bleues et blanches, têtes rasées et chaînes aux pieds. Le public, à la fois fasciné et révolté, ne savait pas encore que cette audacieuse provocation allait faire exploser une crise diplomatique d'une ampleur inédite, créant une fracture entre la France et l'Amérique latine. Une fracture qui allait marquer l'histoire des relations internationales pour des décennies. Au cœur de la tourmente, Sébastien Lecornu, fraîchement nommé ministre des Affaires étrangères sous le nouveau gouvernement français, se retrouvait face à Nayib Bukele, le président salvadorien millénaire qui n'avait jamais craint quiconque. Alors que les spectateurs VIP du défilé étaient suspendus à chaque mouvement, Lecornu observait la scène avec une révolte palpable. À ses côtés, l'ambassadeur du Salvador en France, Carlos Mendoza, semblait miné par la gêne, voyant son pays transformé en un simple numéro de spectacle parisien, une triste caricature de la souffrance. « Monsieur l'ambassadeur », chuchota Lecornu avec une froideur diplomatique. « J'espère que votre gouvernement saisit que la France ne peut tolérer une telle mise en scène de répression. » Mendoza, visiblement déstabilisé, acquiesça d'un air anxieux. « Monsieur le ministre, je vais faire remonter vos préoccupations à San Salvador sans délai. » Mais Lecornu, loin de se contenter de cette simple remarque, prit la décision de passer à l'offensive. Une fois hors du défilé, il convoqua sur le champ les journalistes pour faire une déclaration improvisée qui allait enflammer la scène internationale. Face aux caméras de BFM TV et France 24, Lecornu ne mâcha pas ses mots. « Ce que nous venons de vivre ici, dit-il avec fermeté, est un affront aux droits humains les plus fondamentaux. Utiliser les souffrances des prisonniers salvadoriens comme inspiration pour un défilé de mode à Paris, c'est une façon dégradante de réduire la douleur humaine à un simple spectacle, ce qui devrait nous révolter. » Les journalistes, furieux, griffonnaient sur leurs carnets, captivés par l'intensité de ces propos. La France, championne des droits de l'homme, ne saurait rester indifférente face aux abus systématiques dont sont victimes les détenus dans ces soi-disant méga-prisons du Salvador. Que M. Bukele puisse fasciner certains avec ses méthodes autoritaires, c'est une chose. Mais ici, nous croyons encore en la dignité de l'individu. Mais avant qu'il puisse en dire davantage, une journaliste de France 24 l'interrompit, pressée. « Monsieur le ministre, des mesures diplomatiques seront-elles prises ?» Avec une détermination évidente, Lecornu répondit. La France va réévaluer ses relations avec le Salvador tant que ce dernier persistera à ignorer les conventions internationales sur les droits humains. Nous ne pouvons pas fermer les yeux. Ces paroles franches furent rapidement diffusées par toutes les chaînes d'information, tant en France qu'à l'international. En un rien de temps, les extraits se retrouvaient sur tous les réseaux sociaux, accompagnés des hashtags #Lecornu versus Bukele et #Paris humain, devenant viraux en quelques heures. Il était 8h30 du matin au palais présidentiel de San Salvador, et Nayib Bukele, depuis 4 ans à la tête du Salvador, restait étrangement silencieux. Cela inquiétait Ernesto Sanabria, son conseiller en communication, qui ne cessait de jeter des coups d'œil furtifs à son supérieur. « Monsieur le Président », osa-t-il finalement, « les déclarations du ministre français sont partout dans les médias internationaux. Comment comptez-vous réagir à tout cela? » Bukele leva les yeux de son téléphone, un sourire en coin, presque amusé. « Ernesto, préparez-moi une conférence de presse pour 16 heures. Invitez tous les journalistes étrangers présents à la salle d'Ador. » Un brin surpris, Sanabria répondit. « Tous? Et quel sujet allez-vous aborder, Monsieur le Président? » Avec une lueur de défi dans les yeux, Bukele répondit calmement. « Je vais offrir une véritable leçon de réalisme au ministre français. » À 16 heures précises, dans la salle de presse du palais, Bukele fit son apparition. Habillé simplement d'une casquette de baseball et d'un jean, il se présentait délibérément en contraste avec l'image raide et soignée des diplomates européens. « Mesdames et messieurs », commença-t-il en espagnol, ces mots étant traduits simultanément. J'ai appris que M. Lecornu, le ministre français, s'inquiétait beaucoup de nos prisons et de nos prisonniers.
Il marqua une pause, fixant la caméra de son regard intense. Monsieur Lecornu semble penser que nous enfreignons les droits humains en enfermant les criminels les plus dangereux d'Amérique centrale dans des conditions de sécurité extrêmes. Bukele se leva, entamant une marche lente devant le pupitre, comme pour accentuer la gravité de ses propos. « Alors j'ai une proposition très simple à faire au ministre français et à son gouvernement. » Un silence lourd s'installa dans la salle. Les journalistes, rivés à leur place, savaient qu'ils étaient témoins d'un tournant majeur. Si la France considère que notre façon de traiter les membres du MS-13, de Barrio 18 et autres criminels est inhumaine, poursuivit Bukele, sa voix gagnant en intensité, si vous pensez que nous violons leurs droits, alors nous sommes prêts à vous les envoyer. Les effets furent immédiats. Les journalistes se redressèrent sur leurs sièges. Les caméras zoomèrent sur le visage résolu du président salvadorien. « Oui, vous avez bien entendu, » poursuivit Bukele avec une calme assurance. « Je peux organiser un vol charter, un vol sans retour, pour envoyer nos 75 000 prisonniers directement à l'aéroport Charles de Gaulle. Comme ça, la France pourra enfin leur offrir le traitement humain qu'elle juge approprié. » La salle éclata. Les journalistes se précipitaient pour poser des questions. Les caméras s'affolaient et les téléphones sonnaient dans tous les coins. Bukele leva la main, imposant immédiatement le silence. « Monsieur Lecornu, dit-il, fixant la caméra droit dans les yeux, vous qui distribuez des leçons de droits humains depuis vos confortables salons parisiens, êtes-vous prêt à accueillir ces criminels dans vos banlieues? Prêt à expliquer aux familles françaises pourquoi vous privilégiez les droits des assassins plutôt que ceux des victimes? Parce qu'avant, nous respections les droits humains de ces criminels. Et vous savez ce qui se passait? Ils tuaient 105 personnes par jour au Salvador. 105 par jour, monsieur le ministre français. » Bukele se tourna à nouveau vers le pupitre, les mains appuyées fermement sur le bois. « Voici donc ma proposition officielle au gouvernement français. Si vous tenez vraiment à ces prisonniers, ils sont à vous. Je peux les faire monter dans un avion dès demain matin. Mais je vous prie, ne venez plus jamais nous donner des leçons sur les droits humains quand vous n'avez jamais eu à vivre ce que nous avons traversé. »« Monsieur le Président !» s'écria un journaliste de CNN. « Vous êtes sérieux? Vous envisagez vraiment d'envoyer vos prisonniers en France ?» Bukele laissa échapper un sourire mi-sarcastique, mi-défi, un sourire devenu sa signature. « Testez-moi. Il vous suffit de me donner l'accord de Monsieur Lecornu et je commence les préparatifs dès cet après-midi. » En un clin d'œil, les images de cette conférence de presse circulaient dans le monde entier. Sur Twitter, le hashtag Bukele Challenge explosait, accompagné de mèmes et de commentaires enflammés. À Paris, il était 23 heures lorsque Lecornu, tiré du sommeil par son chef de cabinet, réalisa l'ampleur du cataclysme qu'il venait de provoquer. « Monsieur le ministre, dit Pierre Dubois, visiblement agité, le président Bukele vient de vous proposer publiquement d'envoyer 75 000 prisonniers en France. Les réseaux sociaux sont en feu. L'Élysée exige des explications. » Lecornu, encore en pyjama dans son appartement ministériel, scrutait les extraits de la conférence sur son téléphone. Il ne peut pas être sérieux. Et maintenant, toutes les chaînes latino-américaines en parlent. Il devient un héros populaire, monsieur le ministre. Lecornu prit conscience d'un seul coup. Il venait de faire une erreur monumentale. En s'attaquant à Bukele, il avait ouvert la porte à une réponse qu'il n'avait pas vue venir. Le président salvadorien venait de renverser la vapeur, le confrontant à ses propres incohérences. Le lendemain, l'affaire dominait les gros titres de tous les journaux français. Le Figaro lançait « Lecornu déclenche une crise diplomatique avec le Salvador ». Le Monde, plus analytique, titrait « Quand la diplomatie française s'écrase face au populisme latino-américain ». Quant à Libération, il interrogeait « Et les droits humains dans tout ça ?» Qui a raison entre Lecornu et Bukele? Ou peut-être que ce maître du jeu numérique, Bukele, savait exactement comment nourrir la polémique avec des tweets cinglants. Un de ses messages disait « Monsieur Lecornu, nous attendons toujours votre réponse. L'avion est prêt. Vos banlieues sont-elles prêtes à accueillir nos victimes de violation des droits humains? » Ah, la France qui se permet de donner des leçons au Salvador en matière de droits humains. C'est un peu comme si la Corée du Nord venait donner des cours de démocratie à la Suisse. Et pour couronner le tout, un message personnel à Monsieur Lecornu.
Venez passer une semaine dans nos prisons. Après, on pourra discuter de vos théories sur les droits humains des détenus. Chaque tweet de Bukele était partagé des milliers de fois, provoquant une avalanche de commentaires passionnés. L'opinion mondiale se divisait clairement. D'un côté, les défenseurs des droits humains se rangeaient derrière le cornu. De l'autre, de plus en plus de personnes saluaient l'humour acerbe de Bukele. De son côté, le cornu, dans son bureau du Quai d'Orsay, cherchait à limiter les dégâts. Il avait convoqué en urgence ses conseillers diplomatiques. Monsieur le ministre, expliquait son directeur de cabinet, il est impératif de réagir vite. Le silence sera perçu comme une faiblesse. Que propose notre ambassade à San Salvador? L'ambassadeur suggérait une désescalade. Il proposait de préciser que les critiques de Le Cornu visaient uniquement le défilé parisien et non la politique du Salvador. Le Cornu secoua la tête, résolu. Il est trop tard pour reculer. Ce serait un signe de faiblesse. Alors, qu'avez-vous en tête? Il prit un instant pour réfléchir. Nous allons hausser le ton. Préparez-moi une déclaration claire et sans ambiguïté sur les principes démocratiques. Le même après-midi, Le Cornu convoqua sa propre conférence de presse au Quai d'Orsay. Face à une assemblée de journalistes nationaux et internationaux, il adopta un air grave. « La France ne se laissera pas intimider par les provocations de régimes autoritaires », lança-t-il. « Lorsqu'un président utilise la menace pour esquiver les critiques légitimes concernant les droits humains, il se révèle tel qu'il est réellement. » Mais loin de calmer les tensions, ses propos eurent l'effet inverse. Bukele, loin d'être désarmé, y vit une nouvelle occasion de provoquer et décida d'aller encore plus loin. Le même soir, dans son bureau présidentiel, il lança un direct sur Instagram suivi par plus de 2 millions de personnes. « Mes chers amis, dit-il en fixant la caméra, Monsieur Le Cornu vient de m'appeler un dirigeant autoritaire. Vous voulez savoir ce qui est vraiment autoritaire ? C'est permettre à des criminels de semer la terreur parmi la population pendant des années. » Bukele se leva et se dirigea vers une grande carte du Salvador accrochée au mur. « Voyez ces chiffres. Avant notre arrivée, le Salvador détenait le triste record du taux de meurtre le plus élevé au monde. 105 personnes tuées chaque jour. Nos mères ne pouvaient même pas sortir de chez elles. Nos enfants étaient terrifiés à l'idée d'aller à l'école. » Il se tourna de nouveau vers la caméra, son regard intense. « Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, le Salvador est le pays le plus sûr d'Amérique latine. Comment avons-nous fait cela ? Grâce à nos soi-disant violations des droits humains. Oui, monsieur Le Cornu, j'admets, je suis autoritaire avec les criminels et je n'en ai pas honte. Nos citoyens honnêtes méritent de vivre sans vivre dans la peur. » Puis un sourire ironique se dessina sur ses lèvres. « Mais mon offre tient toujours. Si la France veut nos prisonniers, ils sont les bienvenus. En fait, je commence à me dire que ce serait un beau cadeau pour l'Europe. » Vous pourrez tester vos théories sur les droits humains en situation réelle. Cette déclaration en direct fut vue par des millions de personnes à travers le monde et elle se répandit à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux. Bukele venait de réussir un coup de maître en transformant une crise diplomatique en un véritable spectacle médiatique mondial. Et la victoire dans l'arène de l'opinion publique semblait clairement être de son côté. Aux États-Unis, des figures politiques conservatrices commençaient à lui apporter leur soutien ouvertement. Donald Trump Jr. ne tarda pas à tweeter « Bukele a raison, les gauchistes européens donnent des leçons depuis leur tour d'ivoire sans jamais confronter la réalité. » En Amérique latine, le soutien à Bukele devenait de plus en plus massif. Des présidents de différents pays prenaient publiquement position en faveur du Salvador. Le président colombien allait même jusqu'à déclarer « Bukele a eu le courage de dire tout haut ce que beaucoup d'entre nous pensent à propos de l'hypocrisie européenne. » Face à cette vague de solidarité internationale qui s'amplifiait, Le Cornu prit enfin conscience qu'il perdait cette bataille diplomatique. Pire encore, la critique commençait à se faire entendre jusque dans son propre gouvernement. Le premier ministre le convoqua en urgence. « Sébastien, cette affaire Bukele est en train de devenir un problème majeur. Les sondages montrent que 60% des Français sont désormais favorables à la position du président salvadorien. » Le Cornu, abasourdi, répondit « Comment est-ce possible? » « C'est simple, rétorqua le premier ministre. « Les Français ont aussi peur de la criminalité.
Quand ils entendent Bukele expliquer qu'il a stoppé 105 morts par jour, ils commencent à se dire qu'il a peut-être raison. Mais comment pouvons-nous approuver des violations aussi flagrantes des droits humains? Lecornu n'en croyait pas ses oreilles. Le Salvador est passé du titre de pays le plus dangereux au monde à celui de pays le plus sûr d'Amérique latine. C'est un fait irréfutable. Ce constat fit tomber Lecornu dans une profonde déprime. Il pensait faire une sortie médiatique percutante sur les droits humains, mais il s'était pris à son propre piège, pris au dépourvu par un président qu'il avait clairement sous-estimé. Le même soir, Bukele enfonça le clou. Dans un tweet cinglant, il écrivait « Update pour Monsieur Lecornu. J'ai vérifié avec nos compagnies aériennes. Nous pouvons organiser 150 vols pour transférer nos 75 000 prisonniers vers Paris. Coût estimé, 50 millions de dollars. La France s'occupera du transport de ses futurs résidents. » Ce tweet généra une vague de plus de 500 000 retweets en moins de 24 heures, devenant l'un des plus partagés de l'année. Une semaine après le début de cette crise, Lecornu n'eut d'autre choix que de reconnaître sa défaite. Dans un communiqué sobre, le Quai d'Orsay annonça que la France respectait la souveraineté du Salvador dans ses affaires intérieures et que les relations diplomatiques entre les deux pays demeuraient cordiales. Bukele, savourant sa victoire avec une pointe d'ironie, posta un tweet simple mais percutant. « Merci, Monsieur Lecornu. L'invitation pour visiter nos prisons reste valable, mais cette fois, c'est vous qui payez votre billet d'avion. » Ce coup de maître marqua un véritable tournant dans la carrière de Lecornu. Pour la première fois depuis qu'il avait grimpé les échelons politiques, il subissait l'humiliation publique d'un adversaire qu'il avait clairement sous-estimé. En revanche, pour Bukele, c'était un triomphe complet. Il avait non seulement repoussé les critiques venues de France, mais il était devenu une icône mondiale, admiré par des millions de personnes qui le percevaient désormais comme un leader capable de défier l'establishment européen. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Ce que ni Lecornu ni Bukele n'avaient anticipé, c'est que cette guerre verbale allait se répercuter de manière inattendue dans la réalité. 3 jours après l'humiliation diplomatique de Lecornu, un événement imprévu relança complètement la situation. À l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, un vol en provenance de Saint-Salvador se posa avec à son bord 47 citoyens salvadoriens expulsés de France pour diverses infractions. Ce qui devait n'être qu'une procédure administrative anodine prit rapidement une tournure politique explosive lorsqu'un des expulsés, Carlos El Flaco Ramirez, un membre présumé du MS, s'adressa à un journaliste salvadorien présent sur place. « Merci, Monsieur Lecornu, de nous avoir renvoyés chez nous. Maintenant, on sait vraiment ce que la France pense des Salvadoriens. » Toujours à l'affût de la moindre occasion pour se faire entendre, Bukele saisit la situation avec une habileté médiatique incontestable. Directement sur le tarmac de l'aéroport de Saint-Salvador, il organisa une conférence de presse et accueillit les expulsés en personne. « Regardez cette situation paradoxale, lança-t-il en s'adressant aux caméras. Monsieur Lecornu critique nos prisons, mais c'est bien lui qui nous renvoie ses propres criminels. La France expulse, mais c'est nous qui serions les coupables des violations des droits humains. » Il se tourna alors vers Carlos Ramirez, qui était escorté par 2 policiers salvadoriens. « Carlos, raconte-nous comment c'était dans les prisons françaises. »« Monsieur le Président, » répondit Ramirez avec un sourire moqueur. « En France, j'avais ma propre cellule, une télévision, 3 repas par jour et je pouvais appeler ma famille tous les jours. » Bukele feignit l'étonnement. « Vraiment? Et maintenant tu es chez nous, tu te retrouves dans nos célèbres méga-prisons, celles que Monsieur Lecornu trouve si épouvantables. »« Parfait, » dit-il en fixant la caméra. « Carlos va pouvoir faire une comparaison en personne entre le système français et le système salvadorien. Je propose à Monsieur Lecornu de venir interviewer Carlos dans 6 mois pour savoir lequel des 2 systèmes l'a le mieux réhabilité. » La scène captée en direct, diffusée à travers tout le Salvador, fit un véritable scandale. Bukele, une fois de plus, avait retourné la situation en sa faveur, transformant les expulsions françaises en une nouvelle occasion de s'attaquer à Lecornu à Paris. Dans son bureau au Quai d'Orsay, ce dernier observait les images avec un sentiment d'impuissance croissant. « Comment fait-il » s'exclama-t-il en se tournant vers ses conseillers. « Comment parvient-il à retourner chaque événement à son avantage ?» « Monsieur le ministre, » répondit son directeur de la communication, « Bukele est un expert en communication moderne.
Ils transforment la politique en un véritable spectacle sans fin. Et nous, que faire? Rien. Chaque fois que nous réagissons, nous tombons dans son piège. Il nous conduit sur son terrain. Mais le cornu n'était pas du genre à se laisser abattre facilement. Il décida de changer de cap, de prendre le débat sur un terrain plus favorable à son image, les institutions internationales. Le lendemain, lors d'une session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies à Genève, il prononça un discours qui fit forte impression sur les dérapages populistes en Amérique latine. « Mesdames et messieurs les délégués, commença-t-il depuis la tribune, nous assistons à une remise en cause des valeurs universelles des droits humains par certains dirigeants qui utilisent les outils numériques pour légitimer l'illégitimité. » Bien qu'il ne mentionnât pas Bukele directement, tout le monde comprit de qui il parlait. Nous ne pouvons accepter que la lutte contre la criminalité soit utilisée comme prétexte pour violer systématiquement les droits fondamentaux. Nous ne pouvons accepter que la popularité sur les réseaux sociaux vienne remplacer le respect du droit international. Ce discours fut salué par les délégations européennes et occidentales. Le cornu pensait avoir repris l'initiative, mais il n'avait pas anticipé la réaction fulgurante de Bukele. Quelques heures après son discours à Genève, Bukele avait déjà organisé une session spéciale du Parlement salvadorien pour riposter aux accusations de Le Cornu. Devant les députés rassemblés en session extraordinaire, il lança « Monsieur Le Cornu m'accuse devant l'ONU de violer les droits humains », avant de sourire avec assurance. « Je vais lui répondre avec des faits, des chiffres concrets. » Il se dirigea vers un grand écran installé pour l'occasion et afficha les statistiques officielles avant l'introduction de sa politique de sécurité. 105 meurtres par jour au Salvador avant cette politique, annonça-t-il, faisant défiler d'autres graphiques. Moins de kidnapping, moins de viols, moins de cambriolages. Puis il tourna son regard vers les caméras. « Monsieur Le Cornu, dites-moi, qu'est-ce qui viole réellement les droits humains? Enfermer des criminels dans des prisons sécurisées ou les laisser tuer 105 personnes chaque jour? C'est comme si un Boeing 137 s'écrasait chaque jour au Salvador, année après année. Et nous avons arrêté ces accidents. » Il marqua une pause, l'Assemblée suspendue à ses lèvres. « Alors, vous allez me dire que je fais fausse route en sauvant des vies parce que je ne respecte pas les standards européens des prisons? » L'Assemblée explosait en applaudissements. Bukele leva la main pour calmer la foule. « Mais j'ai une autre proposition pour Monsieur Le Cornu. Puisqu'il pense que nos méthodes sont si mauvaises, je l'invite officiellement à passer 1 mois chez nous. 1 mois entier. » Son sourire malicieux se dessina. Les 2 premières semaines, M. Le Cornu vivra dans un quartier tel qu'il était avant notre arrivée au pouvoir, quand les gangs régnaient en maître. Les 2 semaines suivantes, il vivra dans le même quartier aujourd'hui, libéré des gangs. Après cela, il pourra nous dire s'il préfère la version des droits humains d'avant ou celle de l'après, celle qu'on appelle aujourd'hui la violation des droits humains. L'intervention de Bukele au Parlement fut diffusée en direct sur toutes les chaînes salvadoriennes et latino-américaines. Sur les réseaux sociaux, son défi lancé à Le Cornu, l'invitant à venir tester la réalité du Salvador, devint instantanément viral. Le hashtag Le Cornu Challenge Salvador explosa, accumulant plus d'1 million de mentions en quelques heures. Des milliers d'internautes du monde entier se sont empressés de lancer des défis à Le Cornu, l'incitant à accepter l'invitation de Bukele. Mais la situation devenait encore plus problématique pour Le Cornu. Plusieurs figures publiques européennes commençaient à remettre en question son attitude. Matteo Salvini, leader de la Ligue italienne, tweetait « Bukele a raison, l'Europe donne des leçons, mais ne parvient à rien contre la criminalité. » Marine Le Pen déclarait dans un entretien « Il faut admettre que les méthodes de Bukele fonctionnent. Nos banlieues auraient bien besoin d'un peu de fermeté salvadorienne. » Même au sein de son propre camp, Le Cornu se retrouvait sous le feu des critiques. Des députés de la majorité commençaient à émettre des doutes sur la pertinence de cette confrontation. Le 15 juin 2025, à 14h30, dans les somptueux salons du Grand Palais à Paris, l'élite mondiale de la mode observait avec une curiosité mêlée de malaise la collection la plus polémique jamais présentée. Fashion Week, la maison derrière ce défilé, avait choisi de choquer. Des mannequins, imitant des prisonniers des célèbres prisons du Salvador, défilaient dans des tenues à rayures bleues et blanches, tête rasée et chaînes aux pieds.
Le public, à la fois fasciné et révolté, ne savait pas encore que cette audacieuse provocation allait faire exploser une crise diplomatique d'une ampleur inédite, créant une fracture entre la France et l'Amérique latine. Une fracture qui allait marquer l'histoire des relations internationales pour des décennies. Au cœur de la tourmente, Sébastien Lecornu, fraîchement nommé ministre des Affaires étrangères sous le nouveau gouvernement français, se retrouvait face à Nayib Bukele, le président salvadorien millénaire qui n'avait jamais craint quiconque. Alors que les spectateurs VIP du défilé étaient suspendus à chaque mouvement, Lecornu observait la scène avec une révolte palpable. À ses côtés, l'ambassadeur du Salvador en France, Carlos Mendoza, semblait miné par la gêne, voyant son pays transformé en un simple numéro de spectacle parisien, une triste caricature de la souffrance. « Monsieur l'ambassadeur », chuchota Lecornu avec une froideur diplomatique, « j'espère que votre gouvernement saisit que la France ne peut tolérer une telle mise en scène de répression. » Mendoza, visiblement déstabilisé, acquiesça d'un air anxieux. « Monsieur le ministre, je vais faire remonter vos préoccupations à San Salvador sans délai. » Mais Lecornu, loin de se contenter de cette simple remarque, prit la décision de passer à l'offensive. Une fois hors du défilé, il convoqua sur le champ les journalistes pour faire une déclaration improvisée qui allait enflammer la scène internationale. Face aux caméras de BFM TV et France 24, Lecornu ne mâcha pas ses mots. « Ce que nous venons de vivre ici, dit-il avec fermeté, est un affront aux droits humains les plus fondamentaux. Utiliser les souffrances des prisonniers salvadoriens comme inspiration pour un défilé de mode à Paris, c'est une façon dégradante de réduire la douleur humaine à un simple spectacle, ce qui devrait nous révolter. » Les journalistes, furieux, griffonnaient sur leurs carnets, captivés par l'intensité de ses propos. La France, championne des droits de l'homme, ne saurait rester indifférente face aux abus systématiques dont sont victimes les détenus dans ces soi-disant méga-prisons du Salvador. Que M. Bukele puisse fasciner certains avec ses méthodes autoritaires, c'est une chose. Mais ici, nous croyons encore en la dignité de l'individu. Mais avant qu'il puisse en dire davantage, une journaliste de France 24 l'interrompit, pressée. « Monsieur le ministre, des mesures diplomatiques seront-elles prises ?» Avec une détermination évidente, Lecornu répondit. La France va réévaluer ses relations avec le Salvador tant que ce dernier persistera à ignorer les conventions internationales sur les droits humains. Nous ne pouvons pas fermer les yeux. Ces paroles franches furent rapidement diffusées par toutes les chaînes d'information, tant en France qu'à l'international. En un rien de temps, les extraits se retrouvaient sur tous les réseaux sociaux, accompagnés des hashtags #Lecornu versus Bukele et #Paris humain, devenant viraux en quelques heures. Il était 8h30 du matin au palais présidentiel de San Salvador, et Nayib Bukele, depuis 4 ans à la tête du Salvador, restait étrangement silencieux. Cela inquiétait Ernesto Sanabria, son conseiller en communication, qui ne cessait de jeter des coups d'œil furtifs à son supérieur. « Monsieur le Président », osa-t-il finalement, « les déclarations du ministre français sont partout dans les médias internationaux. Comment comptez-vous réagir à tout cela? » Bukele leva les yeux de son téléphone, un sourire en coin, presque amusé. « Ernesto, préparez-moi une conférence de presse pour 16 heures. Invitez tous les journalistes étrangers présents à la salle d'Ador. » Un brin surpris, Sanabria répondit. « Tous? Et quel sujet allez-vous aborder, Monsieur le Président? » Avec une lueur de défi dans les yeux, Bukele répondit calmement. « Je vais offrir une véritable leçon de réalisme au ministre français. » À 16 heures précises, dans la salle de presse du palais, Bukele fit son apparition. Habillé simplement d'une casquette de baseball et d'un jean, il se présentait délibérément en contraste avec l'image raide et soignée des diplomates européens. « Mesdames et messieurs », commença-t-il en espagnol, ces mots étant traduits simultanément. J'ai appris que M. Lecornu, le ministre français, s'inquiétait beaucoup de nos prisons et de nos prisonniers. Il marqua une pause, fixant la caméra de son regard intense. M. Lecornu semble penser que nous enfreignons les droits humains en enfermant les criminels les plus dangereux d'Amérique centrale dans des conditions de sécurité extrêmes. Bukele se leva, entamant une marche lente devant le pupitre, comme pour accentuer la gravité de ses propos. Alors j'ai une proposition très simple à faire au ministre français et à son gouvernement.
Un silence lourd s'installa dans la salle. Les journalistes, rivés à leur place, savaient qu'ils étaient témoins d'un tournant majeur. Si la France considère que notre façon de traiter les membres du MS-13, de Barrio 18 et autres criminels est inhumaine, poursuivit Bukele, sa voix gagnant en intensité, si vous pensez que nous violons leurs droits, alors nous sommes prêts à vous les envoyer. Les effets furent immédiats. Les journalistes se redressèrent sur leurs sièges. Les caméras zoomèrent sur le visage résolu du président salvadorien. « Oui, vous avez bien entendu, » poursuivit Bukele avec une calme assurance. « Je peux organiser un vol charter, un vol sans retour, pour envoyer nos 75 000 prisonniers directement à l'aéroport Charles de Gaulle. Comme ça, la France pourra enfin leur offrir le traitement humain qu'elle juge approprié. » La salle éclata. Les journalistes se précipitaient pour poser des questions. Les caméras s'affolaient et les téléphones sonnaient dans tous les coins. Bukele leva la main, imposant immédiatement le silence. « Monsieur Lecornu, dit-il, fixant la caméra droit dans les yeux, vous qui distribuez des leçons de droits humains depuis vos confortables salons parisiens, êtes-vous prêt à accueillir ces criminels dans vos banlieues? Prêt à expliquer aux familles françaises pourquoi vous privilégiez les droits des assassins plutôt que ceux des victimes? Parce qu'avant, nous respections les droits humains de ces criminels. Et vous savez ce qui se passait? Ils tuaient 105 personnes par jour au Salvador. 105 par jour, monsieur le ministre français. » Bukele se tourna à nouveau vers le pupitre, les mains appuyées fermement sur le bois. « Voici donc ma proposition officielle au gouvernement français. Si vous tenez vraiment à ces prisonniers, ils sont à vous. Je peux les faire monter dans un avion dès demain matin. Mais je vous prie, ne venez plus jamais nous donner des leçons sur les droits humains quand vous n'avez jamais eu à vivre ce que nous avons traversé. »« Monsieur le Président !» s'écria un journaliste de CNN. « Vous êtes sérieux? Vous envisagez vraiment d'envoyer vos prisonniers en France ?» Bukele laissa échapper un sourire mi-sarcastique, mi-défi, un sourire devenu sa signature. « Testez-moi. Il vous suffit de me donner l'accord de Monsieur Lecornu et je commence les préparatifs dès cet après-midi. » En un clin d'œil, les images de cette conférence de presse circulaient dans le monde entier. Sur Twitter, le hashtag Bukele Challenge explosait, accompagné de mèmes et de commentaires enflammés. À Paris, il était 23 heures lorsque Lecornu, tiré du sommeil par son chef de cabinet, réalisa l'ampleur du cataclysme qu'il venait de provoquer. « Monsieur le ministre, » dit Pierre Dubois, visiblement agité, « le président Bukele vient de vous proposer publiquement d'envoyer 75 000 prisonniers en France. Les réseaux sociaux sont en feu. L'Élysée exige des explications. » Lecornu, encore en pyjama dans son appartement ministériel, scrutait les extraits de la conférence sur son téléphone. Il ne peut pas être sérieux. Et maintenant, toutes les chaînes latino-américaines en parlent. Il devient un héros populaire, monsieur le ministre. Lecornu prit conscience d'un seul coup. Il venait de faire une erreur monumentale. En s'attaquant à Bukele, il avait ouvert la porte à une réponse qu'il n'avait pas vue venir. Le président salvadorien venait de renverser la vapeur, le confrontant à ses propres incohérences. Le lendemain, l'affaire dominait les gros titres de tous les journaux français. Le Figaro lançait « Lecornu déclenche une crise diplomatique avec le Salvador ». Le Monde, plus analytique, titrait « Quand la diplomatie française s'écrase face au populisme latino-américain ». Quant à